Yo 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 la team, je suis trop content de vous faire cette vidéo. C'est ma première vidéo qui va parler de médecine où je vais vous raconter mon premier stage en hôpital avec les médecins. Il s'est déroulé au début de ma deuxième année de médecine. Il a duré 3 semaines. J'ai été une semaine en service de rhumatologie. J'ai fait une semaine en maladie infectieuse et tropicale. Et j'ai terminé par le service de pneumologie. Et du coup, pour vous expliquer un peu le but de ce stage, bah, c'était de commencer à prendre ses marques un peu dans l'hôpital, voir la journée type d'un médecin et commencer à ausculter le cœur des patients, écouter leurs poumons et aussi commencer à leur faire l'interrogatoire pour bah, tout simplement prendre les informations, essayer de trouver qu'est-ce qui va pas, quel est le problème. Pour ceux qui se demandent en fond, là justement, c'est l'hôpital d'Orléans. Et dans la vidéo, je vais vous présenter plusieurs pathologies que j'ai vues durant mon stage et que j'ai trouvé très intéressantes. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier ça. Déjà, pour vous expliquer, j'ai eu trois types de journées. Donc premièrement, j'ai fait de l'hospitalisation. Donc c'est le classico, hein, c'est quand vous venez à l'hôpital et que vous allez devoir rester dans une chambre plusieurs jours pour qu'on suive l'évolution de vos problèmes, tout simplement. Et du coup, chaque jour, on va aller voir le patient, on va faire un point sur sa situation, etc., jusqu'à qu'il soit guéri ou qu'il ait plus besoin d'être à l'hôpital. Ensuite, j'ai fait quelques journées en examens médicaux. Donc là, en fait, on n'a aucun suivi des patients. C'est juste, on a un patient qui a besoin, par exemple, d'une IRM. Bah, on le reçoit, on lui fait son IRM, puis voilà, on passe au patient suivant. On va pas avoir de suivi du patient sur plusieurs jours, comme en hospitalisation, quoi. Et pour finir, j'ai fait quelques journées en consultation. Bon, c'est comme avec un médecin généraliste quand on va le voir, quoi. Sauf que là, ça peut être avec des cardiologues, avec des pneumologues, etc. Bienvenue en rhumatologie, donc qui regroupe un peu les pathologies qui s'attaquent aux articulations. Et pour commencer, je vais vous parler de la polyarthrite rhumatoïde, qui est the pathologie de la rhumato. Alors en gros, au niveau des signes cliniques, on va avoir un patient qui va se plaindre de douleur et qui va avoir les mains plutôt gonflées, comme vous pouvez le voir à gauche. Carrément, on verra même plus les traces des tendons tellement que ça sera gonflé. Et à quoi c'est dû ce gonflement? Tout simplement, ça va être lié à une inflammation de la membrane synoviale. Donc en gros, c'est une sorte de membrane qui est au niveau des articulations et qui produit un petit liquide qui facilite en fait les mouvements quand vous bougez. Sauf que en cas d'inflammation, elle produit beaucoup trop de liquide et c'est ça qui fait gonfler la main, comme vous le voyez. Et de ce fait, en plus de la douleur, et bah si c'est trop gonflé, ça va un peu paralyser la personne, elle va avoir du mal à bouger ses doigts, à utiliser sa main et ça peut être très vite handicapant. À droite, je vous ai mis une radio d'une patiente avec une polyarthrite rhumatoïde un peu plus avancée. On le voit parce que sa main a la tendance à se tordre un peu vers l'auriculaire et c'est vraiment caractéristique de la polyarthrite, ce genre de signe. En plus, la radio elle nous montre bien qu'il y a une destruction articulaire entre le métacarpe et les phalanges, puisque au lieu que ce soit une limite bien nette, ça fait un peu comme un petit brouillard et ça c'est pas normal, c'est un signe de destruction. Là, vous avez un schéma un peu plus simple qui montre bien que la membrane s'épaissit, qu'il y a plus de liquide en cas d'inflammation et qu'à cause de ça, ça va petit à petit un peu détruire l'articulation et l'abîmer. Et c'est une pathologie sur laquelle il y a encore pas mal de recherches, parce qu'en fait les causes sont très mal connues. Tout comme les traitements d'ailleurs, on arrive à soigner partiellement les symptômes, mais on n'arrive pas à guérir totalement cette maladie. Une autre grande pathologie de la rhumato, c'est la fameuse crise de la goutte. Pour expliquer de manière un peu simple le mécanisme, on a diverses molécules dans notre organisme qui vont servir à plein de choses et une fois qu'elles ont effectué leur rôle, elles vont être dégradées et transformées en acide urique. Et cet acide urique va être éliminé tout simplement dans l'urine quand on fait pipi. Sauf que dans la crise de la goutte,
on va avoir une production d'acide urique qui peut être trop élevée, ou à l'inverse, on peut avoir l'élimination de l'acide urique qui est trop faible. Par exemple, un patient qui a des reins qui sont abîmés, ce qui fait qu'il va moins bien filtrer, moins bien éliminer les molécules, et donc va y avoir une accumulation de ces acides uriques. Et cette molécule, elle va venir se stocker au niveau des articulations et elle va cristalliser, ce qui va entraîner de grosses douleurs et pareil des gonflements au niveau des articulations qui sont atteintes. À droite, c'est une photo de mon patient justement qui avait la goutte et lui, il l'avait depuis 8 ans, ce qui est quand même assez énorme. Et quand on a cette maladie depuis plus de 6 ans, on peut avoir l'apparition de ce qu'on appelle des tophus. C'est la boule que vous voyez au niveau de son coude. Donc c'est une accumulation d'acide urique, mais qui est encore plus énorme. Et pour la petite anecdote, la médecin, elle a dit que c'était vraiment rare d'en voir des aussi gros, que c'est elle qui a pris la photo et qui me l'a envoyé. Donc voilà, c'est assez stylé. Le principal handicap de cette pathologie, c'est la douleur qui est en continu et qui est assez forte. Mais maintenant, on a trouvé des traitements, donc on peut soigner les patients et tout va bien. Comme tout à l'heure, une petite radio des membres supérieurs où on voit encore ces fameux nuages. Et cette fois-ci, ils sont un peu plus bas, ils sont au niveau des phalanges proximales et distales. Donc c'est encore un signe de destruction articulaire. Et pour le coup, juste au-dessus, là, au niveau de l'articulation métacarpophalangienne, on voit très bien que la limite, elle est nette et que donc il n'y a pas vraiment de destruction articulaire pour le moment. Bon là, si vous n'êtes pas impressionné par cette photo, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Bienvenue en maladie infectieuse et tropicale. Et on va parler du syndrome de Popeye, que je connaissais pas du tout, et de l'érysipèle. Pour vous mettre dans le contexte, ce patient il était toxicomane à l'héroïne et il voulait arrêter. Donc il est parti voir son médecin et son médecin lui a prescrit du Subutex, qui est un traitement de substitution dans ce genre de situation. Et je vous ai mis une petite image, c'est des comprimés à prendre par voie orale. Sauf que ce patient, qu'est-ce qu'il faisait? Il les écrasait et il se piquait et il se les injectait dans la peau en intraveineuse. On appelle donc ça du mésusage quand on n'utilise pas normalement un traitement. Et dans le cas du Subutex, la complication qui est fréquente, c'est le fameux syndrome de Popeye. Donc on va avoir tous nos petits vaisseaux lymphatiques qui vont exploser à force de se piquer. Et donc ça va entraîner des gros œdèmes qui sont là de manière irréversible. Donc ça peut diminuer légèrement, mais toute sa vie, le patient il gardera des gros membres supérieurs comme ça, quoi. Mais ce problème, ça faisait déjà plusieurs années qu'il l'avait, puisqu'en fait son motif de consultation, c'était l'érysipèle. En fait, en continuant de se piquer, comme c'est pas stérile, c'est pas très propre, il y a une bactérie qui a réussi à rentrer sous la peau. Dans le cas ici, c'était un streptocoque. Je vous mets une petite image de à quoi ça ressemble cette bactérie au microscope. Ça fait un peu comme un collier de perles. Et du coup, ça lui donnait des douleurs à l'avant-bras. Et ça se voit pas forcément hyper bien, mais son avant-bras, il était chaud et il était beaucoup plus rouge que le reste de son corps. C'est où j'ai mis la flèche, on voit un peu que c'est un peu plus rouge que son bras, quoi. Et du coup, comme on avait déterminé c'était quel type de bactérie, on a pu directement lui donner des antibiotiques pour soigner cette infection. Parce que dans le cas d'un streptocoque, si on soigne pas ça, on peut avoir des complications assez importantes et notamment des amputations des membres carrément. D'ailleurs, moment drôle, durant l'interrogatoire, il nous racontait que dans ses antécédents, il s'était fait tirer dessus, il s'était pris 2 balles. Moi, je pensais que c'était important, du coup, je lui demande, je lui dis, et pourquoi vous êtes fait tirer dessus, en fait? Et là, il avait une voix un peu grave et tout, il me fait, je suis désolé, mais c'est un peu personnel, et tout. Et j'étais tellement gêné après, mais bon, il était super cool, donc tout va bien. Là, on avait un patient qui avait une potentielle péricardite, mais au final, j'ai jamais su le fin mot de l'histoire. Mais je vous en parle parce que ce qui était intéressant, c'est qu'il présentait pas mal de signes
d'insuffisance cardiaque droite. Donc en cas d'insuffisance cardiaque, le principal symptôme, ça va être la dyspnée. Donc on va avoir un patient qui est un peu tout le temps essoufflé, qui a du mal à marcher, à faire du sport, ce genre de choses. Le corps, comme il voit qu'il manque d'oxygène parce que le sang il n'arrive pas en quantité suffisante, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter la pression dans les vaisseaux sanguins pour pousser encore plus rapidement le sang pour qu'il arrive partout. Sauf qu'à force de pousser, ça va créer des débordements et les liquides qui vont se répandre dans les tissus, c'est ce qui va donner des œdèmes. Juste avant, je vous ai montré aussi des œdèmes, mais liés à une autre cause. Du coup, en cas d'insuffisance cardiaque, quelque chose qui nous aide beaucoup, c'est le signe du godet. C'est-à-dire que quand on va appuyer quelques secondes sur l'œdème et qu'on enlève le doigt, ça va laisser une trace pendant 5-6 secondes à peu près. Et donc ça, c'est un signe qui va nous indiquer que les œdèmes sont liés à un problème qui est d'origine cardiaque et que ça va pas être lié à autre chose. On a un autre signe qui est un peu moins évident à voir et qui est un peu plus rare, c'est la turgescence jugulaire. Donc comme pareil, il manque d'oxygène à cause du sang, et bah les veines vont tout simplement un peu se dilater, grossir pour augmenter la quantité de sang qui arrive dans l'organisme. Si on voit pas vraiment de turgescence jugulaire, on peut aussi tester le reflux hépato-jugulaire. Donc en gros, ça consiste à appuyer sur le foie et quand on appuie dessus, ça va augmenter la pression dans la veine jugulaire qui va se mettre à grossir et on va le voir au niveau du cou, comme la turgescence, c'est pareil. Ici, vous avez deux images de radiographie thoracique. Donc à gauche, c'est une image qui est normale. On a les deux poumons qui sont légèrement noirs parce qu'ils sont remplis d'air. On a le cœur qui dépasse sur la gauche. Et à droite, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que au niveau du poumon droit, l'angle inférieur, il est beaucoup plus blanc que à gauche. Ça va être le même mécanisme que pour les œdèmes. À force de pousser, et ben il y a du liquide qui va se retrouver dans les poumons et du coup qui va s'accumuler dans les bases. Et c'est ce qu'on appelle un épanchement pleural. Et c'est quelque chose qu'il faut surveiller attentivement parce que si les poumons continuent de se remplir de sang, et ben, au bout d'un moment, on va être en insuffisance respiratoire et tout simplement, on va mourir. Et justement, c'est dans ce genre de situation que nous, on va utiliser nos stéthoscopes, puisque on va pouvoir écouter les poumons. En temps normal, le poumon, il va faire un bruit qu'on appelle le murmure vésiculaire. Je vous l'ai mis juste après pour que vous sachiez à quoi ça ressemble, ceux qui connaissent pas. Et justement, s'il y a du liquide qui rentre dans les poumons, et bah le bruit il va disparaître. Par exemple là sur l'image, vous voyez que le liquide il est surtout en bas du poumon. Donc avec notre stéthoscope, quand on écoute en bas du poumon, on n'entendra pas le son. Par contre, quand on posera le stéthoscope plus haut, là on entendra le bruit. Et parfois le bruit il est pas très fort. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ce petit moment où le docteur il va vous dire respirez fort par la bouche s'il vous plaît. C'est pour entendre encore mieux le bruit. Là, je vais vous raconter une histoire triste d'une des patientes que j'ai eues. À la base, elle avait une sinusite. Donc c'est quoi? C'est une bactérie qui arrive à rentrer dans l'organisme, tout simplement au niveau des sinus. Et c'est quelque chose de classique, donc elle est partie voir son généraliste. Et son généraliste lui a donné un antidouleur. Sauf que il y a, pour faire simple, deux grandes classes d'antidouleurs. On a les antalgiques, comme le Doliprane, qui eux vont bloquer le message nerveux. Et on a les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'aspirine ou l'ibuprofène, qui eux, ils vont réduire le mécanisme d'inflammation et donc de douleur. Et le médecin, il lui a donné quoi? Un anti-inflammatoire. Sauf que la conséquence de donner un anti-inflammatoire, c'est que ça baisse l'inflammation. Et l'inflammation, c'est un mécanisme de défense quand justement une bactérie rentre dans notre organisme. Suite à ça, la bactérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réussi à se propager jusqu'au méninge et ça lui a donné une méningite qui peut être quelque chose de vraiment grave. Et dans son cas à elle, elle a eu une complication de sa méningite, c'est ce qu'on appelle l'aphasie de Broca.
Qu'est-ce que c'est que cette maladie? C'est tout simplement une incapacité à s'exprimer. Donc la personne va comprendre ce qu'on lui dit, mais par contre, quand elle va essayer de parler, de s'exprimer, eh ben, elle ne va pas réussir. Là, j'ai encore l'exemple dans ma tête de quand on est arrivé dans sa chambre, elle était sur son téléphone. Et là, il y a le docteur, il lui dit bah tenez, comment ça s'appelle ça? En montrant le téléphone du doigt. Et du coup, elle essaie d'exprimer le mot, elle dit te, mais elle a jamais réussi à dire le mot, quoi. Et quand le docteur il dit c'est un téléphone, bah là, elle a su dire oui, oui, mais c'est tout, quoi. Et ce qui est vraiment malheureux, c'est que une semaine avant, eh bah, elle parlait normalement. Il n'y avait aucun problème. Surtout qu'elle était encore jeune, qu'elle venait d'avoir son deuxième enfant. Donc, je vous raconte pas comment ça peut, en quelque sorte, détruire une vie, de plus pouvoir communiquer quasiment. Surtout que c'est lié à une erreur médicale, pour le coup. Et bien sûr, j'ai posé la question au docteur après, mais si elle a une récupération, elle sera que très faible. Jamais elle pourra de nouveau recommuniquer comme nous, quoi. Toujours à cause d'une méningite, cette fois-ci vous avez une autre complication, c'est ce qu'on appelle l'héminégligence. Et du coup, j'avais une patiente qui avait une héminégligence gauche. Donc là, je vous ai mis une image vraiment très caractéristique pour bien comprendre la chose. En gros, si son héminégligence est à gauche, elle va voir ce qui se passe à gauche, mais elle ne va pas en être consciente. C'est assez subtil. Là, vous avez une assiette où vous voyez que la personne a mangé que la partie droite. Puisque pour elle, il n'y a rien à gauche. Même si elle le voit, genre, elle s'en rend pas compte. Et c'est assez intriguant quand on voit ça dans la vraie vie. Moi, je m'en rappelle, on était rentré dans sa chambre pour lui faire l'interrogatoire. On était 5 personnes. Moi, j'étais de son côté droit avec les autres, et j'ai un de mes potes qui, lui, par contre, était de son côté gauche. Et genre, nous, on lui posait des questions tranquilles dans la salle depuis 10 minutes. Et d'un coup, il y a mon pote qui pose une question. Et du coup, elle entend la question. Et elle se retourne d'un coup en mode mais d'où il sort lui? Alors que ça faisait 10 minutes qu'il était juste à sa gauche et que normalement dans son champ de vision elle le voyait. Donc c'est vachement intriguant comme pathologie. Là on passe en pneumologie. Donc c'était un service que j'avais envie de voir d'ailleurs. Quel genre de patient on avait et tout. Et au final j'ai été très étonné puisque déjà il n'y avait pas beaucoup de patients. Et tous ceux qui étaient là c'était que des cancers. Souvent liés à la cigarette mais pas que. Déjà, je suis pas resté longtemps dans ce service. J'ai fait que 3 jours au lieu de 5. Et en plus, les cancers, c'est un peu compliqué à expliquer ou à vous raconter des trucs intéressants dessus sans que ce soit trop complexe. Donc j'ai préféré vous parler d'autres choses pour la vidéo. Pour la première demi-journée, j'ai été envoyé en fibroscopie pulmonaire. Donc c'est un examen médical qu'on va faire passer au patient quand on soupçonne qu'il y a soit une tumeur, soit une infection bactérienne, généralement. Et du coup, à l'aide d'une caméra, on va la faire passer soit par le nez, soit par la bouche, et on va la faire descendre dans les voies respiratoires, donc trachée, poumon, puis dans les bronches, pour regarder s'il y a des choses anormales, tout simplement. S'il y en a qui doivent en passer, sachez que ça ne fait pas mal comme examen, mais juste parfois ça peut faire tousser. Comme on met un truc dans les voies respiratoires, ça peut chatouiller et tout. Mais j'ai remarqué que c'était surtout les fumeurs qui faisaient que tousser. Les autres, ça allait. Et du coup, là, vous avez les images de à quoi ça ressemble dans les voies respiratoires. Donc, moi, j'étais étonné, c'est vraiment tout lisse à l'intérieur des bronches. Et il y a des trous partout. Donc, le médecin qui guide, faut vraiment qu'il ait un bon sens de l'orientation parce que on dirait vraiment un labyrinthe là. À ce moment-là, avec la caméra, on va pouvoir regarder s'il y a des petites tumeurs, donc des petites boules à certains endroits, et on va pouvoir faire des prélèvements. Il y a 3 types de prélèvements généralement. On peut faire ce qu'on appelle le lavage, c'est qu'on va envoyer de l'eau par le tuyau, et ensuite on va réaspirer, et ensuite on va envoyer tout simplement le contenu à analyser pour voir les molécules qu'il y a dedans.
Sinon, on peut faire de l'aspiration. Donc, à différents moments, au niveau de la paroi, va y avoir des petites sécrétions qui vont se former un peu blanchâtres. Souvent, ça, c'est quand on a une infection bactérienne. Et du coup, on va pouvoir les aspirer pour, pareil, aller les analyser. Ou sinon, on peut faire carrément des biopsies. Donc là, dans le tuyau, on va faire passer une sorte de vraiment une toute petite pince et on va pincer un petit bout de la paroi pour arracher un tout petit morceau et ensuite aller l'analyser. Parfois, on va coupler la fibroscopie pulmonaire avec une échographie. Là, je vous ai mis une photo de à quoi ça ressemble. En gros, le but, c'était d'aller jusqu'au ganglion pour prélever le liquide qu'il y a dedans et l'analyser. Sur l'image, on voit bien que l'aiguille elle est en blanche et qu'elle est rentrée dans le rond noir qui correspond au ganglion. Du coup, on sait qu'on est bien dedans et qu'on peut prélever le liquide sans problème. Au début de la vidéo, je vous avais raconté un peu que quand on arrive à l'hôpital le matin, chaque docteur va aller voir ses 4-5 patients. Il va leur faire un petit état de leur situation et leur expliquer s'il y a des nouveaux traitements mis en place, quelle est l'évolution de la maladie tout simplement. Et l'après-midi, c'est ce qu'on appelle les entrées. Donc ce sont les nouveaux patients qui vont être hospitalisés. Donc avant qu'ils arrivent, faut qu'on récupère au préalable leurs anciens dossiers médicaux et on va les observer, voir quelles pathologies ils avaient, s'il y avait des choses à savoir qui sont importantes comme des allergies ou quoi, pour pouvoir mieux les prendre en charge et avoir aussi également un contexte à leur motif d'hospitalisation. Et une fois que le patient il arrive, eh ben on lui refait un interrogatoire complet pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans les dossiers. Là, j'ai un exemple typique que j'ai fait moi-même. C'est qu'on avait un nouveau patient qui arrivait. Je suis parti du coup lui faire l'interrogatoire. Et dans son dossier, avant, il y avait écrit qu'il avait fait une cirrhose alcoolique. Donc à cause de sa consommation d'alcool. Du coup, à un moment, je lui pose des questions, tout ça, et je lui dis et du coup, est-ce que vous buvez l'alcool? Et là, le monsieur il me dit ah non, moi j'ai jamais bu d'alcool de toute ma vie. Bah, moi, dans ma tête, je me dis, attends, il y a un truc qui cloche, vu que apparemment sa cirrhose, c'est à cause de l'alcool. Du coup, je lui demande, est-ce que vous êtes bien sûr? Parce que dans votre dossier, il y a écrit que c'est à cause de l'alcool que vous avez eu votre cirrhose. Et il dit, ah non, non, moi, j'ai jamais bu d'alcool et tout, ça doit être une erreur. Et du coup, je suis parti voir le médecin, je lui ai expliqué, et même en présence du médecin, il a continué à dire qu'il n'avait jamais bu d'alcool. Mais au final, je ne saurais jamais si c'était vrai ou pas, puisque mon stage s'est arrêté. Après, des fois, il faut vraiment faire attention, parce que c'est pas rare que les patients nous mentent sur certaines de leurs informations. Donc, il faut vraiment ne pas écrire n'importe quoi ou aller trop vite et les croire directement. Surtout quand c'est avec des étudiants en médecine et qu'après ils voient le docteur. Souvent il y a des versions qui changent. Moi je me rappelle en rhumatologie, on interrogeait une patiente sur où est-ce qu'elle avait mal, puisque selon l'endroit où elle a la douleur, ça peut changer la prise en charge. Donc on lui dit, Madame, où est-ce que vous avez mal? Du coup elle nous dit, oui, voilà, ça part du bas des fesses, ça descend le long de la jambe, et après ça me fait mal que à droite du pied et en dessous. On lui dit ah ok, vous êtes bien sûr et tout. Ouais ouais, je suis sûr, c'est ça, ok, nickel. Et 15 minutes après, on revient avec le docteur et le docteur il lui dit donc vous avez mal du haut des fesses, puis ça longe la jambe et ensuite ça termine en bas du pied et sur la droite. Et là la patiente a dit ah non, c'est pas ça, c'est plutôt à gauche du pied, c'est pas la droite. Du coup, le docteur, bah, il nous regarde bizarrement, il comprend pas. Et nous, on passe pour des débiles. Il se dit qu'on comprend rien et qu'on sait pas faire. Et on va pas dire ah non, non, c'est la patiente à la mytho et tout. Non, ça passe pas ça. On se fait virer si on dit ça. Et j'ai fini mon stage par une journée en allergologie. Donc les patients, ils viennent soit parce qu'ils soupçonnent qu'ils sont allergiques à quelque chose, soit tout simplement ils savent déjà qu'ils sont allergiques et ils veulent faire une désensibilisation pour améliorer un peu leur résistance à une allergie particulière. Par exemple pour le pollen. Pour le dépistage des allergies, il y a deux techniques. Soit on fait un test cutané, souvent on va faire celui-là, sauf si on soupçonne que ce soit des allergies aux insectes,
comme les guêpes ou les abeilles, on va préférer un test intradermique. Pour le test cutané, la technique de référence, c'est le prick test. Donc c'est l'image que vous avez sur la gauche. On va faire des sortes de cadrans où chaque cadran correspond à un produit et on va utiliser des gouttes qui contiennent les molécules naturelles. Par exemple, si quelqu'un est allergique au kaki, et bah dans la goutte, on va mettre les molécules que le kaki contient et on va les appliquer sur la peau. On va attendre 20 minutes et on va voir si la peau a réagi à ça ou pas. S'il y a une réaction et que ça gonfle un peu, que c'est un peu rouge, c'est qu'il y a une allergie potentielle. Sinon, c'est que il n'y a pas d'allergie avec ça. Au milieu, vous avez l'image d'une des patientes que j'ai eues. Donc pour la petite histoire, c'était une dame qui était apicultrice depuis très peu de temps et qui soupçonnait d'être allergique aux abeilles. Pour les hyménoptères, on fait directement un test intradermique. Donc le test intradermique, ça consiste à injecter une petite dose du venin directement sous la peau. Ensuite, on attend 20 minutes. Et pareil, au bout des 20 minutes, si on voit que la petite boule elle a grossi et que c'est rouge au niveau de la zone, c'est qu'on a une potentielle allergie. Alors classiquement à Orléans, on va toujours tester les 3 mêmes venins qui sont les plus fréquents. Donc ça va être en premier l'abeille, puis on va avoir la guêpe Vespula, puis la guêpe Polyste. C'est les 3 principales allergies fréquentes aux hyménoptères. Et après, pour des cas particuliers, on peut adapter selon les besoins. Et là, sur l'image du milieu, on voit que pour la guêpe Vespula et la guêpe Polyste, bah il n'y a pas de trace rouge, c'est pas gonflé. Alors que pour l'abeille, on voit quand même une trace qui est rouge et que ça a l'air un peu gonflé, même si ça se voit pas très bien sur l'image. Donc en effet, cette dame est bien allergique aux abeilles. Et pour la petite anecdote, vous avez dû entendre certains de vos potes qui vous disaient avant, moi je suis allergique à tout, aux abeilles, aux guêpes, aux frelons, aux bourdons. Bah c'est totalement faux, parce que quand on est allergique à par exemple une abeille, c'est vraiment extrêmement rare qu'on soit allergique aux autres hyménoptères. Et inversement, si tu es allergique à une abeille, enfin à une guêpe plutôt, il y a très peu de chances que tu sois allergique à une abeille. Donc ce sont des mythos. Et pour terminer, je ne pouvais pas vous parler des allergies sans vous parler du choc anaphylactique, qui est en fait le principal risque en cas d'allergie. Par exemple, si on est allergique aux abeilles et qu'on se fait piquer, qu'est-ce qui va se passer? Notre système immunitaire va s'activer, ça produit des anticorps. Les anticorps, ils vont libérer de l'histamine. Cette histamine va engendrer un ralentissement du rythme cardiaque. Et en plus de ça, on va avoir des œdèmes qui vont se former principalement au niveau des voies aériennes supérieures. Et donc, on n'arrivera plus à respirer. C'est vraiment une situation d'urgence parce que le patient, il peut mourir en 10-15 minutes si on fait rien. Le premier réflexe à avoir, c'est de s'injecter de l'adrénaline. C'est vraiment le traitement d'urgence parce que ça va augmenter le rythme cardiaque et ça va dilater les voies aériennes. Donc on va pouvoir de nouveau respirer et survivre. En théorie, les personnes allergiques, elles sont censées toujours porter sur elles en continu un kit. Et dans ce kit, vous avez une dose d'adrénaline. Donc je vous l'ai mis en photo sur la gauche avec une flèche. Comme ça, vous savez à quoi ça ressemble. Si jamais un jour vous vous retrouvez dans la rue et qu'il y a une personne qui fait justement un choc anaphylactique, et bah bam, vous prenez direct la seringue, vous lui injectez et vous sauvez une vie. Mais là, on pourrait me dire, mais Elias, s'il n'y a pas d'adrénaline, on fait quoi en fait? Alors là, c'est digne d'une scène de film. C'est l'image que vous avez à droite. Ça s'appelle la trachéotomie. Alors, vous avez tous vu cette scène où il y a un mec, il n'arrive plus à respirer. Du coup, il fait quoi? Il prend un bâton, il prend un stylo et il se perce un trou au niveau de la trachée en mode gros sauvage. Et bah, sachez que ça marche vraiment dans la vraie vie aussi. Et que si vraiment on n'a pas d'adrénaline et que les urgences sont trop loin, et bah, on peut faire ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Elle m'a demandé beaucoup de temps. Elle dure 29 minutes déjà. Je pensais pas que ça serait aussi long. N'hésitez pas à me donner vos retours sur ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié. Et je vous dis à bientôt. Bisous la team.